Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Brive si vous nous rejoignez et bienvenue sur le plateau de Corrèze Télévision. Je suis Pierre Croze du réseau social de lecteurs babelio.com. Je vous propose, c'est un site où vous pouvez ajouter vos critiques de vos livres préférés, vos dernières lectures. Alors je vous propose pendant une quarantaine de minutes environ de parler ensemble de résistance. L'esprit de résistance, c'est le titre de cette rencontre qui est filmée par Corrèze Télévision. Vous pourrez retrouver cet échange ensuite sur YouTube par exemple. Alors il sera question d'histoire, puisque nous allons parler de figures historiques, certaines encore vivantes, qui ont résisté à des moments cruciaux de l'histoire de France ou mondiale. Nous allons en effet parler de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi peut-être de la Commune de Paris et du monde d'aujourd'hui. Est-ce que l'esprit de résistance peut se transmettre de génération en génération? Ce sera l'une des questions que nous allons aborder ensemble. On va parler de femmes, parce que la plupart des résistants dont nous allons parler aujourd'hui sont des résistantes, et il y a, comme souvent peut-être, une certaine injustice concernant les résistantes, le rôle des résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur combat et le prix qu'elles ont dû payer a parfois été oublié. Une personne qui s'est battue toute sa vie contre les Allemands d'abord, aux côtés notamment des anciennes résistantes, puis des plus pauvres ensuite, c'est Geneviève de Gaulle. Elle a été résistante, elle a été déportée au camp de Ravensbrück. Son combat aurait pu s'arrêter là et il aurait été déjà énorme, mais elle a continué toute sa vie à se battre pour la justice. C'est sa vie que vous nous racontez, Bernadette Pécassou, dans Geneviève de Gaulle, Les yeux ouverts. C'est un ouvrage publié chez Calman Levy. Vous allez nous en dire un peu plus dans quelques instants. Je précise que vous êtes journaliste, grande reporter télévision, pour la télévision, réalisatrice et romancière. On va parler de ce parcours de Geneviève de Gaulle. Parmi les résistantes déportées au camp de Ravensbrück, il y a également eu Jacqueline Fleury. La résistante, elle y est entrée à 17 ans. C'est un geste presque naturel, toute sa famille s'y engage. Elle est déportée en 1944 dans un camp où elle retrouve sa mère. Elle survit, notamment grâce à l'aide, à la fraternité, c'est un thème que l'on va aborder beaucoup pendant cette rencontre, grâce à la fraternité d'autres déportés, comme Geneviève de Gaulle ou Germaine Tillion. Jacqueline Fleury est toujours vivante et a confié son histoire à vous, Jérôme Cordelier. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre. Votre ouvrage, c'est celui-ci, Résistante, publié chez Calman Levy. Vous êtes rédacteur en chef au service politique du Point et auteur de plusieurs ouvrages, avec peut-être pour point commun pour vos ouvrages un certain sens de l'engagement. C'est un des thèmes que l'on retrouve dans votre œuvre. Vous allez nous parler de Jacqueline Fleury et de son esprit de résistance, encore en elle, à 95 ans. On va en parler ensemble. Je reviens encore, hélas, à ce camp de Ravensbrück. Parmi les femmes qui ont été déportées, certaines étaient enceintes. C'est le cas de votre mère, Sophie Evers. Elle fait partie de ces femmes qui ont donné la vie dans ces camps de la mort et dont les enfants ont survécu. Votre mère était elle aussi une résistante. Alors dans votre livre La République en héritage ou les fils de Marianne, coécrit avec Laurent Wers et publié chez l'Harmattan, vous nous parlez de ce destin et vous l'associez à celui de l'un de vos ancêtres, François-Julien Chattet, garde national fédéré pendant la Commune en 1871. L'esprit de résistance se transmet-il? On va en parler ensemble. Je précise que vous êtes médecin et vous avez écrit ce livre avec votre mari qui est un historien. Donc on va parler effectivement de l'écriture de ce livre et de cette histoire familiale qui évidemment vous touche particulièrement. Une première question peut-être pour tous les trois, pour commencer, sur la naissance, sur l'impulsion pour écrire ces trois ouvrages respectifs. Peut-être Bernadette, pour commencer, à quel moment vous êtes-vous mis en tête d'écrire une biographie de Geneviève de Gaulle? Est-ce que vous connaissiez déjà bien son œuvre avant de vous mettre à écrire cette biographie? Alors je vais être très franche, pas du tout. En fait, moi je suis donc journaliste, j'étais grand reporter, j'ai fait des documentaires, des romans chez Flammarion, et c'est la maison Calman Levy, directeur littéraire de la maison Calman Levy, qui est venu me chercher et qui m'en a fait la proposition. Alors je pense qu'ils ont fait confiance à mon double parcours de journaliste et de romancière, et ils m'ont confié ce travail. Je ne vous cacherai pas que bien que journaliste dans les médias nationaux, je ne savais de Geneviève de Gaulle en gros que deux choses, qu'elle avait été dans les camps à Ravensbrück et qu'elle avait milité à Télécarmonde. C'était une personnalité assez floue dans mon cerveau. C'était cette petite dame très classique, mais je n'en savais pas plus. J'ai travaillé 2 ans et demi de travail. J'ai travaillé beaucoup avec sa fille, Isabelle, un de ses fils, une ancienne déportée, Anise Postelvinet, excusez-moi, et tout son environnement à Télécarmonde. J'ai découvert une personnalité vivante, sympa, énergique, efficace, l'inverse de l'image qu'on en a. Et je me dis que parfois c'est terrifiant qu'on peut avoir des clichés sur les gens alors qu'ils sont l'inverse de ce qu'on croit. Franchement, ça a été pour moi un super cadeau de faire ce travail, c'est génial.
Maintenant, je suis presque une militante pro-Geneviève de Gaulle, parce que j'en ai marre qu'on connaisse des Kim Kardashian, qu'on nous bassine avec des personnalités sans intérêt, et que tout le monde, personne ne sache qui est Geneviève de Gaulle. Zut! Geneviève de Gaulle, elle m'a appris qu'on pouvait vivre heureux sans avoir d'argent, obligatoirement, sans épouser Brad Pitt et sans être une star de cinéma. Mais c'est un message hyper puissant. Et je vous jure, on devrait le donner à tous nos enfants, ce message-là. Et si je me permets de démarrer comme ça, c'est parce que c'est très important et qu'on est tous responsables de véhiculer ce message-là. Merci. On va revenir sur de nombreux points que vous avez abordés, évidemment, dans cette première intervention, saluée par le public. Jérôme Cordelier, pourquoi Jacqueline Fleury a-t-elle eu envie de partager aujourd'hui son récit? Comment est né aussi cet ouvrage? Écoutez, c'est un peu l'effet du hasard. C'est-à-dire que j'étais en train d'enquêter pour un autre livre et je suis tombé, c'est le hasard, mais y a-t-il un hasard? C'est que des amis sont venus chez moi un jour et m'ont dit « Ah, il y a une femme qui vient de témoigner dans l'école de notre fille et qui est une grande résistante, qui a une forte mémoire, qui parle, qui est une femme de caractère, de conviction, qui a de l'humour aussi, ce qui est important. » Et donc voilà, elle habite tout près, tu devrais aller la voir. Donc je l'ai eu grâce à un professeur d'histoire qui s'appelle Christine Antier, qui était un professeur d'histoire du collège. Je l'ai rencontrée et j'avoue qu'on s'est tout de suite bien entendu. Et elle est arrivée à un moment de sa vie où elle avait besoin de transmettre son histoire. Vous savez, ce qui est important dans ces personnes, et je pense que ça a été le cas aussi dans votre famille, c'est que pendant des années, ces gens qui avaient vécu l'atrocité, parce que Jacqueline Fleury, elle a été déportée à Ravensbrück, mais elle a connu aussi les marches de la mort. Vous savez, c'était ces marches épuisantes qui étaient faites par les SS pour épuiser les gens sur les routes à la fin de la guerre, quand ils ont ouvert les camps. C'était absolument horrible. Et donc, pendant très longtemps, ces gens, quand ils sont revenus dans leur famille, on ne les a pas toujours crus de ce qu'ils disaient. Et ils voulaient se reconstruire, ils voulaient redémarrer leur vie. Ce qui est formidable chez Jacqueline Fleury, c'est qu'elle a eu 5 enfants après, 10 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants. Donc c'est une femme qui a reconstruit complètement sa vie. Et ils avaient du mal à transmettre. Donc elle, la transmission est passée par son témoignage dans les écoles et par le concours national de la résistance aussi, dont elle a été un artisan. Et elle était à un moment où elle avait besoin, de transmettre, de livrer ce récit au grand public et surtout d'en faire une vie édifiante. Moi, j'avoue que j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Bernadette. Il se trouve que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer Geneviève de Gaulle, dont j'avais fait un chapitre d'ailleurs dans un précédent livre qui s'appelait Rebelle de Dieu. On avait eu un moment vraiment formidable. Et c'est très important de voir l'engagement. Et c'est ce qu'on essaye de faire passer dans ce livre aussi, c'est que dans ce livre, on parle de la guerre des femmes aussi, qui avait été un peu oubliée, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de combattantes. Et Jacqueline Fleury m'a parlé de ces femmes, par exemple, qui étaient des mères de famille, souvent avec des jeunes enfants, qui étaient parachutées depuis Londres, enfin qui arrivaient en avion depuis Londres et qui étaient parachutées en France pour faire de la transmission radio. Donc elles étaient jeunes, elles laissaient leurs enfants à Londres et après, elles avaient une formation de radio, une formation physique pour être parachutées. Et la plupart sont mortes dans des conditions absolument terribles, atroces. Elles ont été torturées, elles ont été déportées. Et vous savez qu'il y a 1038 compagnons de la libération. Et dans ces 1038, il y a seulement 6 femmes. C'est pas parce qu'il y a eu très peu de combattantes. C'est que l'histoire, pendant très longtemps, a été écrite par les hommes. Et donc... maintenant, on retrouve un petit peu l'histoire des femmes parce que beaucoup ont survécu, heureusement. Mais je suis un petit peu aussi étonné par le fait que Jacqueline Fleury, c'est un des derniers grands témoins de l'histoire. Et par exemple, on a beaucoup de papiers dans la presse, à la radio. Mais par exemple, pour l'instant, la télévision, vous êtes la seule télévision qui parle de Jacqueline Fleury. Corrèze Télévision. Donc c'est quand même incroyable parce que c'est ce que la télévision parle très peu aussi de Geneviève de Gaulle. Hein. Mais Bernadette, ce que disait sur Kim Kardashian, c'est-à-dire on parle toujours de Kim Kardashian, mais pour l'instant,
Il n'y a pas un journal télévisé qui a fait un reportage sur Jacqueline Fleury, ce qui est quand même étonnant, alors que ce sont des grands témoins de l'histoire qui bientôt vont disparaître. Et c'est une parole forte. Et ce que je trouve formidable, c'est que Jacqueline Fleury, en plus, a encore toute sa tête. Et donc voilà, donc gloire à Corrèze TV, qui est la seule télévision pour l'instant à parler de Jacqueline Fleury. Merci. Mais ce qu'il y a de bien, excusez-moi, je me permets d'intervenir, je reprends la parole, c'est aussi que les femmes se mettent à parler de ces femmes-là. Et je pense que vous, votre témoignage est très précieux, Sophie, puisque vous parlez de votre maman. Alors effectivement, comment est née aussi, alors c'est la question que j'ai posée à vos deux camarades, comment cette histoire familiale, vous avez décidé, à quel moment vous avez décidé de la porter à l'écrit? D'abord, ça s'est décidé à deux, puisque mon mari, Laurent Wirth, qui est ici présent dans la salle, donc c'est un livre qu'on a écrit à deux, il est historien, donc moi je suis médecin, comme vous l'avez rappelé. Et on a décidé de l'écrire quand ma mère est décédée en 2012 à l'Institut national des Invalides, où elle avait largement sa place. Elle a vécu là-bas une dizaine d'années, malade, n'étant plus du tout la mère, la femme qu'on a connue, puisque à la demande d'un éditeur parisien, suite au 50e anniversaire de la libération d'Auschwitz et des autres camps de concentration, on lui a demandé d'écrire c'est pas grave, j'ai pas peur, d'écrire ses souvenirs, et à la suite de ses souvenirs, ma mère est tombée gravement malade et on a eu l'impression qu'elle revivait le camp. Voilà. Et donc, à la suite de ces grandes difficultés, elle est rentrée aux Invalides. Et donc, elle est décédée en 2012, où elle a eu une cérémonie au niveau de son enterrement qui était magnifique, et où le roulement des tambours des soldats qui portaient son cercueil nous a rappelé, quelque temps après, en l'église de Saint-Louis des Invalides, le Requiem de Brahms, notamment le deuxième mouvement. Et nous étions tellement émus avec notre mari qu'à la suite de ce concert, qui a été écrit par Brahms d'ailleurs 1 an avant la guerre franco-prussienne de 1870, nous avons décidé d'écrire son histoire. Voilà. Donc Jérôme Cordelier, vous avez rappelé que toutes ces femmes étaient des combattantes, donc ma mère était l'une d'elles, et j'étais très heureuse de pouvoir lui rendre hommage à travers ce livre. Il y a un point commun dans chacun de vos livres, cette idée d'un combat encore actuel, ce parcours, ces combats, ils ont encore des choses à nous enseigner dans le monde d'aujourd'hui. Jérôme, ça fait partie des enseignements du livre que vous avez écrit avec Jacqueline Fleury-Marié, cette idée c'est important de témoigner aujourd'hui. Ah oui, et c'est ce que voulait transmettre Jacqueline Fleury, c'était de montrer que ces valeurs qui avaient porté leur combat pouvaient irriguer encore notre époque. Et ça, vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire d'essayer de... par exemple, elle dit que dans les camps, elle dit plusieurs choses. Elle dit que dans les camps à Ravensbrück, elle a été frappée par la fraternité et l'amitié. Et elle dit c'est ça qui nous a fait tenir. On va en parler parce qu'effectivement... Et après c'est une amitié qu'on a retrouvée avec des associations, comme l'a dit, dont Geneviève de Gaulle était la présidente et Jacqueline Fleury la vice-présidente. Et donc, ce sont des associations aussi qui ont... Cette fraternité, elle a perduré. Et puis, ce qui était très important aussi, c'était donc cette fraternité, cette solidarité, et le fait que, voilà, toutes ces valeurs de résistance, qui sont des valeurs très simples, en fait. Vous savez, la résistance, souvent, ça a été un engrenage. C'est pas des gens... souvent, c'est pas des choses très spectaculaires. On porte des petits messages et on est pris dans un engrenage. Donc, chacun peut résister dans son petite échelle et de manière très discrète par moment. Oui, vous souhaitez réagir, Sophie ? Oui. Alors, je vais aller dans votre sens, bien sûr, mais je voudrais commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'engagement de ma mère, qui s'est engagée fin 1942, dans un moment où la résistance, comme a dit André Malraux, n'était qu'un désordre de courage. Voilà. Et donc ma mère nous a souvent raconté qu'elle a résisté, c'est-à-dire dire non. Ils disent tous, quand on entend les interviews de tous les grands résistants, ils disent tous, le premier moment de la résistance, c'était de dire non.
c'est-à-dire la désobéissance civile, l'engagement. Alors il y a eu un très grand résistant, philosophe, musicologue, que vous connaissez tous certainement, qui s'appelle Vladimir Yankelevitch, et qui a parlé d'un engagement jusqu'au sacrifice ultime, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice de leur vie. Voilà. Donc ça, c'est très important, je pense, de poser dans un premier temps ces jalons-là pour comprendre la suite de ce qu'a pu être effectivement ces jeunes résistants qui se sont engagés, souvent à un âge extrêmement jeune, et qui... Tu veux réagir peut-être, non? Pardon, non, mais j'attends. Ah bon, d'accord. Posément. Voilà, très bien. Il y a aussi une chose que je tenais à vous dire, moi, de ce que j'ai appris du moins, parce que c'est vaste la résistance, de ce que j'ai appris de Geneviève de Gaulle, par ses enfants, par les gens que j'ai rencontrés, c'est qu'en fait, il y avait aussi une grande gaieté. Elle s'est engagée à 18 ans, elle était jeune. Vous savez comment ça a commencé pour Geneviève de Gaulle? J'adore cette anecdote, elle est très sympa. Elle était étudiante, elle voulait faire l'école des Chartes, Geneviève de Gaulle, elle était étudiante à Rennes. Elle passe sur le pont pour aller à la fac, et il y avait un drapeau allemand qui flottait. Elle t'a pris le drapeau, elle l'a enlevé, et après elle a écrit « Je trouvais qu'il était inadmissible qu'un drapeau nazi flotte au vent de France ». C'est comme ça que ça a commencé. Elle n'a pas décidé qu'elle allait faire de la résistance, vous voyez. Puis après, je termine, si tu permets. Après, elle a rencontré des copains qui étaient aussi dans un réseau qui s'appelait Défense de la France. Et c'était tout un groupe, et elle disait c'était très sympa parce qu'en fait, ils se retrouvaient, il y avait un côté un peu copain, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas derrière des grandes stratégies, au début du moins, il n'y avait pas de grandes stratégies. Donc c'était un peu naïf, comme on l'est dans la jeunesse, enthousiaste. Ce qu'il y a de très douloureux, je trouve, au départ dans son histoire, c'est que tous ont été trahis par un garçon de leur âge, qui avait 20 ans, qui s'appelait Émile Marongin, qui était étudiant comme eux, en médecine, il était étudiant, lui. Et je me disais, mais c'est dingue, moi j'ai été étudiante, mais on ne se trahit pas quand on a 20 ans, vous voyez? Et c'est très violent. Non, mais je sais bien, c'est naïf, monsieur, je sais. Mais heureusement qu'on est naïf quand on est jeune, vous voyez? Heureusement, sinon on ne l'est jamais. Donc elle avait cette naïveté, et ça a été très violent. Elle lui doit d'avoir connu l'enfer, en fait. Donc je pense, moi, mais ce que j'ai retenu de ce début de la résistance du moins, parce qu'après elle est partie tout de suite à Ravensbrück, donc après c'est l'histoire des camps, c'est plus l'histoire de la résistance, c'est l'histoire des camps. Elle, de ce que j'en ai étudié, appris de ses enfants, c'est qu'elle est partie un peu comme ça, quoi, la fleur au fusil, vous voyez, elle ne s'est pas dit « je vais m'engager dans la résistance ». Simplement, je crois qu'elle, comme son oncle, Charles de Gaulle, ils ont su dire non. Il y a des gens qui savent dire non. Alors, le cas, c'est pour ça que je réagissais à ce que vous disiez, le cas de Jacqueline Fleury est un peu similaire, c'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas supporté de voir le drapeau nazi hissé sur le château de Versailles, puisqu'elle habitait Versailles. Et après, elle s'est retrouvée, elle avait une prof de latin grec qui lui faisait des répétitions de cours chez elle et qui lui a demandé de porter des petits messages. Donc elle a porté comme ça des petits messages. Après, elle a porté dans les boîtes aux lettres des Versaillais Défense de la France qu'elle allait chercher dans des imprimeries. Et donc elle s'est retrouvée dans le réseau Défense de la France. Et puis après, de fil en aiguille, elle en est venue... Bon, alors la famille est très résistante, hein. Les parents cachaient des résistants chez eux. Le frère était à la tête d'un grand réseau de résistance. Et c'est comme ça qu'elle a été amenée à recopier sur papier calque les plans du mur de l'Atlantique dans une arrière-boutique d'un commerce versaillais. Et donc après, les plans étaient partis en Lysander, l'avion pour Londres. Mais voilà, c'est un engrenage. C'est pas forcément d'actes spectaculaires. Alors il faut dire aussi, et je crois que c'était le cas aussi dans la famille de Gaulle, évidemment, c'est qu'elle est aussi le produit d'une histoire. C'est-à-dire que ses grands-parents, ses parents ont été très meurtris par la guerre de 14-18. Ils ont tout perdu et ils ont commencé à reconstruire au moment où la guerre de la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Et donc ils étaient déjà un peu sensibilisés à ce souci de la résistance et de l'engagement
face à l'occupant. Dans Mais l'histoire surtout- de la famille. Dans l'histoire Voilà. de la famille. Mais surtout, l'acte vraiment moteur, c'était avec sa mère, de voir les jeunes Français enrôlés dans la Ligue des volontaires français sortir de la caserne en défilant à Versailles. Et ça, c'est la chose qui les a fait entrer vraiment dans l'armée des ombres. Et effectivement, sur cette idée d'esprit familial presque, c'était dans la famille. Ils ont résisté, dans chacune des familles, ils ont plus ou moins résisté. Toute la famille Toute de la Gaulle, famille, hein. ils ont Toute la famille de Gaulle, résisté. la sœur, le frère, ils ont tous résisté. Famille de Et résistants. Geneviève de Gaulle, pour revenir à ce que disait Jérôme, ce qu'elle a fait elle aussi, elle a distribué des tracts, donc, et en fait, elle a été prise dans une librairie parisienne alors qu'elle venait livrer des documents pour la résistance. Donc c'était aussi ces mêmes petits gestes qu'elle faisait, qu'elle distribuait dans le métro. Elle est allée quand même jusqu'en Espagne, je tiens à le dire. Elle n'a pas fait que du local, Geneviève de Gaulle, hein. Elle a été jusqu'en Espagne, elle a pris beaucoup de risques, c'est important de le souligner. Et dans la Alors- question de alors, transmission, je pense- effectivement, voilà. Alors je pense que vous avez tout à fait raison tous les deux. C'est-à-dire que l'histoire familiale compte beaucoup. Alors pour ma mère, donc ce qui fait d'ailleurs l'objet de ce premier chapitre, pour ma mère avait un héros qui était son arrière-grand-père et qui était peintre sur porcelaine, engagé dans la commune comme garde national. Il fut arrêté pendant la semaine sanglante, jugé par un conseil de guerre et emprisonné à Clairvaux. Voilà. Et donc ma mère en avait son héros. Et puis elle avait un deuxième modèle qui était très important, beaucoup plus d'actualité, qui était le général Leclerc. Alors Leclerc qui n'était pas du tout général et qui est parti au Cameroun dans des circonstances complètement rocambolesques et qui s'est donné lui-même d'ailleurs le titre de général parce qu'il trouvait que ça faisait beaucoup plus sérieux en ayant ce titre-là que si c'était présenté sous son vrai nom, donc Monsieur de Hautecloque. Et donc ce héros de la France libre et qui a fédéré autour de lui à Douala, donc qui était la capitale du Cameroun, les forces françaises libres. Et donc ce que André Malraux d'ailleurs a qualifié les clochards épiques de Leclerc, ma mère et son fiancé, Jean, à l'époque, en avaient fait leur héros. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont engagés moralement au sein de la résistance. Alors en fait, ça n'a pas été des petits faits, comme vous avez relaté auprès de Geneviève de Gaulle. Ma mère a été approchée par une amie qui lui a demandé au tout début les clés d'un appartement familial qui était libre et où des Anglais qui étaient parachutés, souvent blessés, avaient besoin d'être cachés pendant plusieurs jours et même soignés. Et donc ma mère, sa résistance a commencé comme ça, en prêtant une clé de cet appartement familial vide. Et puis de fil en aiguille, la personne qui l'avait approchée lui a demandé si, malgré le danger, elle voulait continuer. Et alors, ma mère était une rebelle, donc elle a dit oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en février 1943 appartenir à l'OCM, qui était l'organisation civile et militaire, et qui comptait quand même, malgré l'arrestation de leur chef au départ, qui comptait quand même 48 000 adhérents en 1943. Et puis, dans le cadre de cette organisation civile et militaire, avec son fiancé, puis son mari, ils ont été volés des armes légères pour la libération de Paris, puisqu'on était à cette époque à même pas 3 semaines de la libération de Paris, et donc de l'intendance militaire de Versailles. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été volés, ces armes, qui ont donc abouti dans les mains des FFI. Et puis ma mère s'est cachée, je vais faire vite parce qu'il y a un temps de parole pour chacun. Et puis ma mère, une fois ce vol commis, donc là à l'époque elle avait 20 ans, ils se sont cachés avec son jeune mari, résistant comme elle, dans une petite maison forestière à Neauphle-le-Château, où quelques jours après, ils ont été trahis par un des leurs qui, soit sous la torture, comme il a dit plus tard à son procès, soit
enfin bon, on ne sait pas trop, les a trahis. Et donc ils ont été arrêtés tous les 4 avec un jeune couple de résistants. Ma mère a donc été déportée rapidement le 10 août 1944 à Ravensbrück, enceinte de 1 mois, où elle a passé toute sa grossesse là-bas, donc pendant les 8 mois, dans des conditions absolument effroyables. C'est l'une des rares à être sortie, Voilà. dont les enfants sont sortis Voilà, vivants. donc les bébés, bien sûr, à Ravensbrück, n'avaient pas le droit de vivre. Ils étaient soit éliminés à la naissance sous les yeux de leur mère, soit ils mouraient de faim, ils mouraient de froid, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ma demi-sœur, puisque le papa de Sylvie n'est pas revenu, il a été déporté à Dora. Donc ma demi-sœur Sylvie, qui est toujours en vie, fait donc partie d'un des 3 bébés français rescapés de Ravensbrück. Et ma mère m'a toujours dit que si elle avait survécu, donc ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit tous les deux, c'est grâce à la solidarité entre toutes les femmes françaises. Donc à Ravensbrück, elle a connu bien sûr Geneviève de Gaulle, alors qui pour nous n'était pas du tout l'inconnue ou la méconnue que vous avez décrite tout à l'heure. Pour nous, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il y avait Germaine Tillon, bien sûr. Alors, Non, mais je justement, n'ai pas sur dit ce qu'elle rôle- était Non, 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 méconnue. non. Pour le grand public, Absolument effectivement. pas. Mais Non, je non. veux dire, Non, je rectifie. Je n'ai jamais Oui, dit oui. qu'elle était méconnue. Non, non. J'ai dit Mais que pour le grand elle avait public, pas eu sa on place. sait qu'elle a fait vaguement. Non, mais c'est important de rectifier. Oui, oui. On sait qu'elle a fait vaguement les camps, qu'elle a été, si vous voulez, Je pense qu'elle je a pense quand milité à même, Télécarmonde. Le mais problème, les gens la connaissent. Mais et mal. Jacqueline Fleury le dit dans le livre, c'est que de plus en plus, on oublie tous ces témoignages. Et c'est pour ça, vous C'est m'avez important. demandé au début, Pierre, pourquoi elle a voulu témoigner. Parce qu'elle me l'a dit dès le début, et on l'a mis d'ailleurs sur la couverture. C'est nous ne sommes plus qu'une poignée de résistants et de résistantes à pouvoir témoigner. Et le monde nous oublie. Le monde nous oublie. Et donc c'est ça qui est fort. Nous, on a la chance d'avoir un éditeur grand public, Calman Levy, donc avec une force médiatique assez forte. Et d'ailleurs, je signale juste que si vous voulez entendre Jacqueline Fleury, elle passera le lundi 11 novembre à l'émission de Laure Adler sur France Inter à 20h, donc pendant 1 heure. Donc là, elle apportera son témoignage. Oui, il reste. Enfin, moi, j'ai interviewé beaucoup Anis Postelvinet, qui était aussi à Ravensbrück, qui est une de ses dernières résistantes et qui m'a beaucoup confié de choses sur les camps avec Geneviève de Gaulle. Mais il y a quand même quelque chose, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi je l'ai ressenti en travaillant, y compris en travaillant avec Anis Postelvinet. C'était violent les camps, c'était la résistance, non, il y avait quelque chose d'un peu naïf, ils étaient jeunes quoi. À partir du moment par contre où ils sont partis dans les camps, là, attention, on est rentré dans autre chose. Mais on ne survit pas dans le malheur. Donc leur grande force, c'était d'arriver à avoir encore de la gaieté entre elles. Vous voyez ce que je veux dire ? Geneviève de Gaulle, sa fille, elle m'a raconté des anecdotes. Elle se faisait des petits cadeaux. Alors par exemple, elles allaient travailler, elles ramassaient de l'herbe, des cailloux, elles s'offraient des petits gâteaux pour les anniversaires qui étaient faits avec de la terre, des petits cailloux et les bouts d'arbustes qui servaient de bougies. Il y a 2 anecdotes que je veux vous raconter sur les camps parce qu'ils m'ont beaucoup marqué. Un jour, alors un qui est très poignant, hein, je le raconte. Elles étaient debout, on les comptait, donc on les comptait pendant des heures dans les camps. Comme vous avez dit, il y avait une marche, après elles marchaient des heures, on les mettait debout et elles étaient là glacées quand tout d'un coup, elles avaient 3 heures à être debout, elles ont vu arriver une espèce de fantôme dans une robe de bal. Une jeune femme est arrivée dans une robe de bal. Et alors, elles étaient surprises, mais d'où elle arrive, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, une de ces jolies robes de bal, légères, gracieuses. En fait, c'est parce que des femmes avaient été transférées d'Auschwitz et sans raison. C'est ça qui est important de comprendre du camp. Moi, je ne l'avais pas bien compris. On les avait fait se déshabiller, ces femmes-là, et on les avait fait se rhabiller avec un tas d'habits qui étaient là depuis un moment, et elles ont pris au hasard. Et à cette jeune femme, on lui avait donné une robe de bal qui était là. Et donc, ça m'a beaucoup... Voilà une anecdote qui, à moi, m'a beaucoup dit sur ce que sont été les camps. C'est-à-dire des gens qu'on prend, qu'on fait se déshabiller. Parce que la jeune femme qui avait cette robe de bal, quand on l'a prise pour aller au Auschwitz, peut-être elle allait au bal, tout simplement. Et donc sa robe s'est retrouvée là dans ce froid de la neige, vous voyez.
Moi, j'aime la vie par le concret des anecdotes comme ça, qui ne sont pas des anecdotes, mais qui sont du vécu et qui vous rentrent au fond du cœur. Cette image de la jeune fille dans sa robe de bal, elle me marque à vie. J'ai compris ce que ça avait été que les rafles par ça. C'est fou, hein? Jérôme souhaitait réagir justement. Oui, parce que ce genre d'anecdote aussi, Jacqueline Fleury m'en aura raconté une magnifique, qui est un jour de Noël. Ils ont bâti comme ça, croyants et non-croyants, tous ensemble, une petite crèche avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des petits fils de fer qu'ils avaient réussi à prendre dans l'atelier, des petits morceaux de tissu comme ça. Et ils ont complètement désarmé les bourreaux qu'ils avaient face à eux, parce qu'ils ont bâti cette crèche comme ça, et ils ont célébré Noël, Jérôme, y compris ceux qui n'étaient pas croyants. Jérôme, excusez-moi de vous reprendre quand même sur le mot, ils ont désarmé comme ça les bourreaux qui étaient en face. Ça ne se passait pas vraiment comme ça. Ouais. C'est ce que m'a raconté Jacqueline Fleury. Peut-être. C'est-à dire que pour à ce moment-là, pour attendez, laissez-moi finir, s'il vous un plaît. SS. Laissez-le répondre. Pardon. Ils ont réussi à faire en sorte que non, ils en les ont SS... beaucoup. Non, attendez. Chacun son tour. Ils ont réussi à faire en sorte que les SS qui étaient face à eux ne se sont retrouvés sans réaction pour une fois. Voilà, les Aufseherinnen qui les gardaient étaient sans réaction. Ouais, mais je pense que le sans réaction n'a pas dû durer bien longtemps quand même. Hein, parce que... Juste sur cet épisode, évidemment, j'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas sans réaction. Oui, non, mais je sais bien. Mais même ça, je pense que... Oui. Non, mais je sais bien, je connais bien. Je connais tous ces gestes, toutes ces solidarités. Je pense que... Moi non plus, c'est le témoignage. Je sais bien. Michelet, d'ailleurs, raconte d'ailleurs, notre grand Michelet de Brive, hein, raconte d'ailleurs que, bien sûr, catholique ou non catholique, il y avait les messes clandestines le dimanche à Dachau, puisqu'il a passé 20 mois à Dachau, et qu'il parle d'une Notre-Dame de Dachau. C'est-à-dire un des détenus avait, alors clandestinement, parce que tout ça se faisait clandestinement quand même, hein, avait taillé dans un tout petit morceau de bois une vierge, et que cette vierge, ils l'ont appelée Notre-Dame, donc Notre-Dame de Dachau. Voilà. Mais tout ça, c'était quand même très clandestin. Germaine Tillon, qui a eu un regard d'ethnologue sur le camp et qui pendant les années... Qui a écrit ce livre Ravensbrück, hein, qui a écrit aussi, son livre Ravensbrück. Et a fait un opéra. À l'intérieur du camp. Voilà. J'y reviens parce que ce que je voulais dire quand vous dites le grand Michelet, mais Michelet n'est pas allé dans les camps. Là, c'est un... Michelet, si. Il était déporté à Dachau. 20 mois à Dachau quand même. Pas. Ah si. Mais c'était un grand... Elle était à Ravensbrück. Et donc, je pense que... une parole... Moi, j'entends ça parce que d'après ce que m'a dit Anis Postelvinet, il y avait des moments où il pouvait faire des choses, voyez. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ma demi-sœur, ma demi-sœur Sylvie n'aurait jamais survécu s'il n'y avait pas eu ces gestes d'entraide absolument incroyables, au péril de leur vie. Quand Sylvie est née, il n'y avait rien pour la laver. Bon, elle a été mise dans un bloc qui a été appelé Kinderzimmer, où les enfants finalement mouraient, c'était des mouroirs. Et les compagnes de ma mère lui ont demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau de naissance. Et elle a répondu un seau d'eau chaude. Et ça, ce seau d'eau chaude pouvait les faire tuer, enfin pouvait les faire éliminer si les gardiens s'étaient rendus compte qu'on sortait un seau d'eau chaude des cuisines. Eh bien, ses compagnes, au péril de leur vie, lui ont amené. Donc, bien sûr, il y a eu plein de gestes comme ça. Il n'y aurait pas eu de survie. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vais lire juste une phrase de ma mère, donc, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle J'ai donné la vie dans un camp de la mort. Donc, ma mère dit « Sans mes compagnes, serions-nous vivantes, Sylvie et moi? Peut-être. Sans Yvette Poussy, sûrement pas. Elle avait toujours chaud, j'avais toujours froid. Elle me réchauffait. Auprès d'elle, j'étais bien. Elle m'aidait à marcher, me soutenait, la neige collait aux semelles de mes patines. Je glissais, je tombais, elle me relevait. Ne pas se relever à l'appel signifiait la mort. Rien que cela, je ne serais pas revenue.
Voilà, donc tout ça, effectivement, tous ces liens tissés entre tous ces petits objets, vous avez raison. Moi, je me souviens... Mais le témoignage que vous venez de lire corrobore Tout à fait. la traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle, qui est magnifique, et le témoignage aussi de Jacqueline Fleury, où elle raconte malheureusement ces appels terribles, quoi. Alors, la rencontre, c'est l'esprit de résistance. Elles se sont engagées dans la résistance presque naturellement par des gestes. Elles ont continué après les camps en rentrant. Comment expliquer aussi cet engagement peut-être de Geneviève de Gaulle qui a effectivement après a essayé d'aider tous les résistants, tous les rescapés des camps. Comment expliquer son engagement, ce premier engagement et ce deuxième engagement après envers les plus pauvres? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a pas mal parlé des camps, mais la résistance, c'était avant et après. Ce qu'il y a de très surprenant chez Geneviève de Gaulle, qui m'a scotché, j'emploie un vocabulaire cash, c'est qu'à peine elle rentre des camps, elle pèse 40 kilos, elle arrive, son père était diplomate en Suisse, donc à Genève, donc elle arrive à Genève, la première chose qu'elle fait, quand même, elle donne des conférences en Suisse avec l'aide de dames suisses pour récolter de l'argent, pour aider les femmes qui revenaient et qui n'avaient rien. Moi, là aussi, j'ai découvert. Alors, on le sait sans savoir tout ça, mais il y en avait qui revenaient des camps. Elles arrivaient, leur appartement n'existait plus. Il avait été habité par d'autres, on ne savait même pas où étaient les meubles. Elles n'avaient rien. On leur a juste donné un ticket de métro au Lutetia et la Croix-Rouge quelques habits. Ce qui est normal, on ne peut pas le reprocher. Tout était désorganisé en France. Donc, Geneviève de Gaulle, si vous voulez, ce qui m'impressionne chez elle, c'est sa capacité à agir alors qu'elle revient des camps, qu'elle n'en peut plus. Et vous imaginez que quand on revient de l'enfer, on n'a pas tout de suite envie de le raconter. Simplement, il fallait aider ces femmes et donc gagner de l'argent. Et vous savez ce qui se passait pendant le même temps à Paris? J'insiste parce que c'est important de le dire. Je le raconte dans mon livre et ça, je l'ai lu dans le livre d'un Américain parce qu'en France, on ne l'a pas raconté. C'est important aussi, vous voyez, parfois de lire les livres étrangers pour savoir ce qui se passe chez nous. Eh bien, au même moment, Sartre et Simone de Beauvoir, Sartre montait l'existentialisme, Simone de Beauvoir écrivait au Flore. Elle avait travaillé à la revue Comédia, qui était quand même une revue collaborationniste, et elle faisait du ski à Morzine. Et ensuite, quand la guerre est terminée, eh bien, si vous voulez, il faisait partie du groupe des intellectuels parisiens. Et on a beaucoup parlé des caves de Saint-Germain. C'est bien, il faut reprendre la vie, le cours de la vie, la gaieté de la vie. Mais il est important de dire qu'au même moment, Geneviève de Gaulle, dont on parle très peu, elle allait au boulot pour les plus démunis déjà, alors qu'elle faisait 40 kilos. C'est pas anodin d'être aussi précis dans le détail. Et je n'ai aucun mépris pour Sartre et Simone de Beauvoir. Mais quand même, on nous en parle tout le temps. J'ai même vu récemment un livre qui s'appelle Simone de Beauvoir, Castor de guerre. Mais quoi, Castor de guerre? Pendant la guerre, elle était à Morzine, elle faisait du ski, elle était au Flore, elle faisait des livres. Que faisait Geneviève de Gaulle, dont on parle quand même très peu, en fait? Je tenais à vous le dire, mais dans mon livre, il y a la suite de tout cet esprit-là. Jérôme, vous souhaitez réagir justement sur l'engagement post-guerre, peut-être justement? Jacqueline Fleury, d'abord, évidemment, il a fallu se reconstruire, se battre. Et donc, elle a eu 5 enfants. Après, ce qui est beau, c'est 5 enfants, 10 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants. Et puis, elle a été dans la dire aussi de Geneviève de Gaulle, puisqu'elle était la vice-présidente pendant très longtemps. Mais elle, son engagement a été dans le témoignage. Et dans la création, elle a fait partie de l'équipe qui a créé le concours national de la résistance et de la déportation dans les lycées et les collèges. Et surtout, elle a porté la parole de toutes ces personnes qui avaient vécu ces moments dans les collèges et les lycées. Et elle continue de le faire à destination de la jeunesse. Et ça, c'est très important parce que pour des jeunes, être en contact avec des personnes comme ça qui sont des témoins vivants de l'histoire, c'est quelque chose qu'ils garderont toute leur vie et donc dont ils pourront être les messagers. Et donc ça a été très important pour elle. Mais ce qui est très important aussi, j'ai eu la chance de connaître un petit peu Geneviève de Gaulle, c'est la rencontre avec Joseph Rezinski. J'ai oublié, j'allais dire, mais parce qu'en fait, on ne peut pas tout dire. Voilà, on peut pas tout dire. Il nous reste 30 secondes, effectivement. Voilà, c'est pour ça que si on veut laisser parler les autres, je ne peux pas tout dire. C'est pour ça que je vous engage plutôt à lire nos livres. Mais c'est vrai que Geneviève de Gaulle, non seulement il y a eu cet engagement immédiat, ensuite elle a été présidente de la DIR, ça veut dire qu'elle a organisé l'association, et ensuite,
engagement pendant 40 ans auprès des plus démunis à TD Quart Monde. Bon, Sophie, vous souhaitiez effectivement conclure voilà, avec oui, quelques mots. Je voudrais conclure par une phrase que notre fille Pauline nous a écrite à la suite de la lecture de notre livre. Cette phrase est courte, donc ça me tient très à cœur de vous le lire. Donc Pauline nous écrit: quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants? Je reste persuadée que seule une vision prométhéenne pourra nous permettre de défendre cette vie bonne dont parlait Aristote et à laquelle nous aspirons tous. Non pas malgré les horreurs et les atrocités, mais justement à cause des horreurs et des atrocités. N'oublions pas que Schuman a songé à bâtir l'Europe, non pas en temps de paix, mais au fond de sa cellule. Michelet, guéri du typhus à Dachau, où il a pensé mourir, ne dit-il pas dans l'enfer dans lequel il venait de se sortir, mais devant une belle lumière de printemps, la vie est belle. Eh bien, merci Sophie pour ces mots. Sophie et Laurent Wers, La République en héritage ou les fils de Marianne, publié chez l'Harmattan. Jérôme Cordelier, vous avez coécrit Jacqueline Fleury avec Jacqueline Fleury-Marié, son témoignage Résistante, publié chez Calman Lévy. Et Bernadette Pécassou, récit, une biographie de Geneviève de Gaulle, Les yeux ouverts, chez Calman Lévy également. Merci à tous, merci beaucoup, merci à Corrèze Télévision. Vous pourrez retrouver cet échange sur YouTube.